Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Dimanche soir, la liste menée par Manon Aubry a séduit un peu plus de 6% des électeurs seulement, divisant par 3 le score de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. À froid, après 4 jours maintenant, est-ce que vous avez compris ce qui s'est passé ? On va dire déjà divisons par 2 plutôt le score des législatives, parce que c'était notre référence, c'était ce qu'on avait dit vouloir atteindre. Donc c'est un échec. C'est une déception. Notamment pour, je tiens à le dire aussi, tous nos militants, tous ceux qui sont sur le terrain se sont démenés pendant des semaines. On fait une grosse campagne que chacun a reconnue. Je crois qu'on a eu les meetings les plus importants et je sais à quel point la déception a été rude dimanche soir. Qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, je crois que il y a un contexte international et européen, et il faut le regarder en face, qui est un recul assez considérable et important des forces, on va dire, comparables aux nôtres. Il n'y a pas un endroit en Europe, quelle qu'ait été, la tactique utilisée, la forme d'expression de la campagne, où les forces que nous retrouverons pour certaines dans le groupe commun au Parlement européen n'ont pas subi un échec terrible. Et d'un autre côté, il faut le constater, une montée, même si elle est inégale, mais une montée de l'extrême droite. Donc dans la partie aujourd'hui qui se livre, c'est-à-dire de savoir quelle sera l'issue, à cette financiarisation de l'économie, à cette concurrence généralisée dont les peuples souffrent, ils ont pris un temps d'avance. Quand je dis ils, c'est les forces xénophobes, nationalistes, du type Rassemblement National. Voilà, ça c'est le constat. Est-ce que vous savez où sont passés vos électeurs ? Où ils sont partis ? Oui, je crois. Vers qui ? Alors, de deux côtés. Le principal départ, enfin en tout cas que j'espère ne pas être un départ, mais en tout cas une abstention, c'est on va dire l'électorat populaire qui nous avait suivis, qui a été le socle à partir duquel Jean-Luc Mélenchon a bâti ses 19%, notamment par exemple dans des circonscriptions comme la mienne, en Seine-Saint-Denis, ouais. Et qui traditionnellement au niveau des européennes, par rapport à notre mouvance politique, s'abstiennent. Pourquoi elles s'abstiennent ? Parce qu'elles sont souvent très critiques vis-à-vis de l'Union européenne, et avec raison, et que évidemment quand on a un discours comme le nôtre qui est honnête, qui explique que on se présente à des élections, mais qu'on pense que le Parlement européen n'est pas le lieu où on arrivera à transformer, à rompre avec cette Europe-là pour en construire une autre. Eh bien, vous voyez bien qu'il y a dans l'énoncé même quelque chose qui ne surmobilise pas l'électorat. Et comme contrairement à Madame Le Pen, que Monsieur Macron a mis en avant comme étant comme ce voulant le duel qui quelque part va s'imposer au monde politique français dans les 3 ans à venir. Elle, son électorat a été surmobilisé, le nôtre non. Donc les abstentionnistes, ça c'est la première, la deuxième raison. Et la deuxième raison, c'est qu'on a d'électorats, on va dire des classes intermédiaires, classe moyenne, j'aime pas trop le terme, enfin ça, notamment jeunes, qui avaient suivi Jean-Luc Mélenchon en 2019, parce que en gros la force va à la force. Ils avaient considéré que c'était le candidat à même justement de dire non à la fois au libéralisme et de dire non à l'extrême droite, et qui là cette fois-ci s'est porté vers Europe Écologie. C'est pas la première fois au niveau des européennes. Pourquoi à mon avis ? Parce que essentiellement, je crois que quand au bout d'un moment, on ne parle que du climat, ce qui était nécessaire, ce qui est l'urgence première, ce que je ne regrette pas, mais que ça prend le pas sur l'autre partie de notre slogan qui est fin du mois, fin du monde, même système, même combat, eh bien, j'allais dire que les gens votent encore plus volontiers pour Europe Écologie que pour un mouvement qui, justement, articule les deux. Voilà, je pense que c'est ça, principalement. Ce n'est pas que ça, mais principalement, je pense que c'est ça. Vous évoquez des pistes pour expliquer le recul de la France insoumise dans les urnes dimanche. Votre collègue, elle aussi députée de Seine-Saint-Denis, Clémentine Autain, elle a d'autres explications. Ma conviction, que j'ai déjà énoncée en réalité avant cette élection, c'est que nous gagnons quand nous sommes du côté de l'espérance et pas quand nous sommes du côté du ressentiment ou de la haine. Ça, c'est pour le profil politique. Et par ailleurs, sans doute, avons-nous pris trop de distance avec un discours cohérent de gauche ? Alors, sur cette histoire de ressentiment et de haine, est-ce que vous avez eu le sentiment ces derniers mois parfois d'être du côté du ressentiment et de la haine, comme le dit Clémentine Autain ? Je vais répondre à cette partie-là. L'autre partie, quand même, ce que dit Clémentine... Je pensais vous interroger sur la deuxième partie ensuite. Sur cette question... que la première partie était plus importante. Sur cette question, quand même, de la haine, du ressentiment, ce sont les termes qu'emploie Clémentine Autain. Oui, mais moi, je trouve qu'elle a des termes qui sont, de ce point de vue-là, exagérés. Voilà. Il y a une situation, nous avons eu un contexte conflictuel. Est-ce qu'il y a pas un discours un peu revanchard porté par la France Insoumise ? Non. Ce que je pense qui a été, ce qui nous a atteint, et ce que je regrette quelque part, je parle pas de Clémentine, mais ce que je regrette quelque part, c'est que
notre camp, ou au moins les forces démocratiques, sont attachées aux libertés, aux droits démocratiques, n'est pas assez réagi, c'est que au moment des perquisitions, d'accord, qui a été l'ouverture d'une période, les gens aient plus regardé les faits des perquisitions, c'est-à-dire la réaction notamment de quelqu'un qui avait été levé à 7h du matin, je parle de Jean-Luc Mélenchon, qui voyait tous ses proches perquisitionnés comme des terroristes, plutôt que la manipulation politique vis-à-vis de son principal parti d'opposition à l'époque, de la part du pouvoir, qui nous a traités comme des malfaiteurs. S'il y a eu manipulation, et je pense, Éric Coquerel, et si, pour reprendre votre terme, s'il y a eu manipulation, et si on ne s'en est pas aperçu, c'est précisément à cause de la réaction disproportionnée de Jean-Luc Mélenchon. Non, je pense que principalement, vous n'avez pas fait votre travail. Vous avez payé... Je vous dis ça parce que quand Mediapart a été perquisitionné il y a pas longtemps et a considéré ça injuste, et qu'Edoui Plenel a refusé la perquisition, que je sache, il n'y a pas eu des cris un peu partout. La plupart des commentateurs ont dit oui, c'est pas normal qu'un média comme ça se fasse perquisitionner. Nous, ça a été considéré comme normal qu'on soit considéré comme des malfaiteurs. Après, on est traité parce qu'il y a eu une succession. Je ne sais pas si vous vous rappelez. En tout cas, vous dites que traité d'antisémite. Dans les urnes, vous avez payé. À certains moments, là non plus, pas de relais pour montrer la manipulation qu'il y avait derrière. Éric Coquerel, vous nous expliquez qu'en tout cas, vous avez payé dimanche dans les urnes la réaction de Jean-Luc Mélenchon. Une partie des classes intermédiaires, oui, certainement. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est pas la haine n'est pas de notre côté. D'accord. Là, ce qui se passe, c'est ce que je crois vraiment, c'est que on a un pouvoir aujourd'hui qui a considéré, Monsieur Macron, sa majorité, que nous étions une cible prioritaire. Et comme en plus on l'était également pour le Rassemblement national, parce que on voit bien que dans la construction du jeu à deux que ces deux forces veulent imposer au pays dans les années à venir, il y avait un gêneur qui était ce que représentait Jean-Luc Mélenchon, qui était une alternative totalement différente par rapport à Monsieur Macron. Eh bien, il fallait nous atteindre à tous les coups, et c'est ce qui a été fait. Éric Coquerel, vous restez avec nous, on va s'interrompre, pardon de vous couper la parole. Un instant, non pas pour redonner la parole à Renaud Dely, mais pour les titres de l'actualité. Il est 9h-20, et on se retrouve dans un instant. Voici Victor Matet. Ces empreintes avaient été retrouvées sur les restes du colis piégé. L'étudiant algérien de 24 ans en garde à vue depuis lundi passe aux aveux. C'est lui qui a posé l'engin qui a explosé dans le centre-ville de Lyon vendredi dernier, faisant 13 blessés légers. Pas encore de lien avéré à 100%, mais les chercheurs de l'INSERM mettent en garde. Les plats dits ultra transformés, comme les barres chocolat ou certains plats préparés, augmenteraient les risques d'AVC et d'infarctus. Une augmentation de 12% du risque cardiovasculaire, dit une chercheuse sur France Info. De nouvelles élections législatives en septembre en Israël. Les députés ont eux-mêmes dissous le Parlement. 2 mois après les élections, le Premier ministre Benyamin Netanyahou, qui n'a pas réussi à former de coalition, annonce qu'il se présentera à nouveau. La Chine parle de terrorisme économique à propos des droits de douane et des sanctions décidées à son encontre par les États-Unis. Une escalade verbale dans la guerre commerciale que se mènent les deux premières puissances mondiales. Après un record de bouchons hier, 1340 km cumulés, c'est encore rouge aujourd'hui sur les routes pour les départs du week-end de l'Ascension. Ça le sera encore dimanche pour les retours. Toujours avec le député insoumis de Seine-Saint-Denis, Éric Coquerel. Est-ce que pour vous, la personnalité et le caractère de Jean-Luc Mélenchon sont devenus des freins à l'ascension de votre parti ? Non, elles ont d'abord permis l'ascension de notre mouvement et de ce que nous représentons. Voilà. Et non, elles ne sont pas un frein. Moi, je considère que Jean-Luc Mélenchon est toujours la personne qui doit être en avant, qui doit, le plus représenter nos idées, grâce à lui. Parce que c'est tout le contraire du personnage qu'à certains moments vous traduisez dans les médias. Il y a plusieurs personnes qui incarnent aussi ce mouvement aujourd'hui, certainement plus que n'importe quel autre mouvement dans la vie politique française. Je vous pose cette question, Éric Coquerel, parce qu'on a vu par exemple que les Républicains qui ont pris une claque eux aussi. Mais ça n'a aucun rapport. Attendez, je pose juste ma question. Oui, allez-y, bien sûr. Qui ont pris une claque électorale dimanche, se sont aussitôt réunis. Il y a eu un bureau politique 24 heures après l'élection. Chez vous, il y a rien. Il n'y a pas de réunion, il n'y a pas de moment où on s'interroge sur la pertinence du leadership. Bien évidemment. Simplement, on n'en fait pas une communication accrue. On s'est réunis dès lundi. Il y a des voix aujourd'hui, à part celle de Clémentine Autain, où il y a on va dire toutes les sensibilités de France Insoumise qui sont représentées. Donc bien sûr qu'on discute. Simplement, je vous fais une petite différence. Les Républicains, c'est un mouvement politique qui existe depuis des décennies, pas forcément ce nom-là, d'accord, mais c'est une tradition qui existe et c'est pas la même chose d'être un mouvement, un parti qui a gouverné la France, qui a donné des présidents à la France, qui s'habitue en général à avoir des résultats à 2 chiffres, et tout d'un coup d'être ramené à 8%. C'est pas tout à fait la même logique qu'un mouvement qui, lui, est tout récent, qui a eu 19%, 11%, et qui, à mon avis,
si nous savons rebondir, ça sera peut-être des choses dont vous me poserez la question par la suite, vient de subir, j'allais dire, un accident, un creux de vague, ça incontestablement, mais peut rebondir. On n'est pas dans la même situation. Ça veut dire, est-ce qu'il va y avoir la France Insoumise des États généraux, mais bien sûr, mais un congrès? Non, pas des États généraux, mais c'était prévu depuis longue date. Là, on a une assemblée représentative qui est prévue. Ça sera la deuxième, si je me trompe pas, depuis notre création, qui est prévue à la fin du mois. On a des réunions qui se déroulent, qui préparent ça. Une réforme du fonctionnement interne, comme certains le demandent, y compris Clémentine Autain, pour faire vivre davantage les sensibilités et la diversité au sein de la France Insoumise. Vous savez qu'on n'est pas un parti politique, donc on apprend en marchant, d'accord ? Il y a des conventions, vous le savez peut-être pas, mais il y a des conventions. Les conventions s'apparentent un peu à un congrès. Il y a des assemblées représentatives. Ce qui nous manque certainement, c'est que entre des périodes électorales, on ait, j'allais dire, une coordination permanente qui permette de ne pas avoir de débat seulement dans des espaces séparés comme nous l'avons actuellement. Ça, c'est certain. Mais c'est pas ça. Il n'y a pas un problème de démocratie interne. Non, non. La démocratie interne voudrait dire qu'il y a une personne qui prend décision pour tout le monde, ce qui est exactement l'inverse de ce qui se passe. Comment on le savait, par exemple, comment on sait qu'il n'y a pas de contestation en interne aujourd'hui? Comment ça? Mais attendez, la contestation en interne, ça, je vous rassure, comme tout mouvement démocratique, il y en a. Qui pèse quoi aujourd'hui chez les Insoumis? À partir du moment où c'est massif, d'accord, où on a un mouvement qui représente quand même, qui représentait 19% à la présidentielle, 11%, il est normal qu'il y ait des sensibilités différentes. Voilà, donc ça existe. Maintenant, la manière à un moment donné où tout ça vit, etc., il faut qu'on mette en place des moyens pour que ça se représente, pour que ça puisse parler. Mais très franchement, c'est pas de ça dont a souffert, à mon avis, France Insoumise par rapport à ce résultat. Voilà. Et pas plus, d'ailleurs, la deuxième partie du discours de Clémentine. Justement, sur le fond, Clémentine Autain, elle dit, vous n'êtes pas assez tourné vers la gauche, en gros. Donc, est-ce que pour vous, aujourd'hui, Éric Coquerel, ce clivage droite-gauche, il est encore pertinent? Est-ce que vous êtes encore de gauche? Sur le projet, oui. Sur le projet, oui. Vous êtes de gauche? Que nous avons aujourd'hui. Vous êtes de gauche? Bien sûr, mais sur le projet, d'accord, que nous avons aujourd'hui, c'est qu'on a François Hollande qui a appliqué une politique guère différente de celle de M. Macron, qui a ouvert la voie à M. Macron. Et quand on parle de gens dans la tête des gens, si on parle de unité de la gauche, ça veut dire qu'en réalité, on unit des gens qui sont pour le libéralisme, le tout marché, et des gens qui s'y opposent. Et vous voyez qu'à partir de là, vous ne pouvez pas j'allais dire proposer un projet qui soit cohérent. Donc le mot gauche n'a plus de sens pour vous. L'étiquette gauche aujourd'hui, peut-être qu'un jour on aura réussi à lui l'enlever, j'allais dire, de cette espèce de camisole social-libérale qui a été la sienne. François Hollande. Vous le savez mieux que moi, Éric Coquerel. Justement, bien sûr. C'est Jaurès. Enfin, c'est étonnant de réduire ça à l'héritage uniquement des dernières années. Dire le mot gauche est quasiment vidé de son sens aujourd'hui. Pourquoi, à un moment donné, quand on veut se faire entendre, d'accord, on ne peut pas occulter le fait que le principal parti, heureusement, ce n'est plus le cas, et c'est déjà, j'allais dire, une partie du réglé problème. Je parle des sociaux-libéraux, enfin du Parti socialiste qui était devenu social-libéral. On ne peut pas ignorer que pendant des années, ils ont incarné la gauche. Quand on parle, la preuve, c'est que de quel nom vous nous baptisez, alors même qu'on a fait 19% à la présidentielle? Vous continuez à parler de gauche radicale. Donc vous voyez bien qu'à un moment donné, c'est un mot piégé. C'est un mot piégé qui nous renvoie dans une latéralité à la marche, parce que vous continuez à penser, par exemple, que le Parti socialiste, c'est la gauche dans ce qu'elle incarne. Donc ça, c'est des choses qui sont extrêmement Yannick Jadot, par exemple, vous le placez où? Vous le mettez dans la gauche? Mais lui-même se met pas dans la gauche. Vous avez remarqué? C'est pour ça que je vous pose la question. David Cormand a expliqué, je l'ai bien entendu, a expliqué que voilà, la gauche en gros était morte, qu'il fallait reconstruire à partir de l'écologie. Moi, je crois justement qu'il faut repartir à partir d'un projet qu'on va appeler de gauche, qui est le projet qui lie à la fois la question écologique, qui est absolument l'urgence et qui, étant celle de l'intérêt général, nous permet justement de repartir sur la nécessité des services publics, d'une planification écologique, d'arrêter avec une économie du tout marché, sur la question des inégalités sociales qui explosent, et la question de la démocratie, puisque nous sommes pour une 6e République par la Constituante. Il faut tenir tous les bouts. Et je ne crois pas qu'Europe Écologie les tienne. C'est la raison, à mon avis, pour lesquelles, justement, eux, dans leur jargon, ne se disent pas de gauche, parce que quelque part, il y a une partie de notre héritage, une partie de ce que nous avançons qui est laissée de côté et qui les empêchera, à mon avis, de fédérer justement dans les mois à venir. Ce que vous revendiquez pour fédérer, Éric Coquerel, c'est quoi? C'est une ligne populiste, c'est ça? Non, c'est une ligne populaire aujourd'hui. Voilà, c'est ce que nous on a proposé. On a mis sur la table une fédération populaire. Et d'ailleurs, je remarque une chose qui montre qu'on n'a pas tant de différence que ça dans un peu l'exagération aujourd'hui de certains qui veulent tirer les bilans. C'est que Clémentine Autain, dans son interview Nouvelle Obs, termine en disant il faut une fédération populaire
celle-là même que Jean-Luc Mélenchon a mis il y a plusieurs mois sur la table, d'accord, comme proposition, c'est-à-dire un rassemblement citoyen que les partis peuvent soutenir et qui pourrait, dès les municipales dans certains endroits, se mettre en application. Cette ligne populaire, Éric Coquerel, elle vous a conduit par exemple à soutenir dès le début et pendant des mois le mouvement des Gilets jaunes, vous étiez à ses côtés, etc. On ne regrette pas, oui. Et à l'arrivée, ils n'ont pas voté pour vous, les Gilets jaunes. Non. On regarde selon les études, ceux qui ont voté, beaucoup n'ont pas voté. Bien. La majorité de ceux qui ont voté, en tout cas la plus grande partie, a voté pour Marine Le Pen. On en revient au problème dont je vous ai dit. Pour une partie, on en revient au problème dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le fait qu'il y a une partie de notre électorat potentiel qui n'a pas trouvé nécessaire d'aller mettre un bulletin de vote France Insoumise par rapport aux questions européennes, parce que il a l'impression, et malheureusement à juste titre, que c'est pas par là qu'on va arriver justement à prendre à bras le corps la question européenne. Et sur cette abstention, sur cette nécessité, j'observe aussi qu'aujourd'hui, le Front National, à mon avis, pour de mauvaises raisons, parce qu'en réalité, ils sont contre l'augmentation des salaires, ils sont pour que les gens travaillent plus, ils sont pour les politiques d'austérité qu'on regarde, eh bien, incarnent, pour certains Français, notamment dans des zones périphériques, incarnent, j'allais dire, une voie dégagiste du système, plus que nous. Et c'est peut-être un des problèmes que nous avons, mais qui renvoie au rapport de force, pour l'instant, dont je vous parlais tout à l'heure. On a passé beaucoup de temps sur ces questions du positionnement, mais je crois qu'il fallait, ce matin, enfin, vous me démentirez peut-être, Éric Coquerel, je voudrais qu'on passe maintenant au dossier économique du moment et notamment à la situation chez General Electric. Renaud Dely. Puisque General Electric a donc annoncé la suppression prochaine de plus d'1 millier d'emplois sur son site de Belfort. Votre groupe de députés à la France Insoumise à l'Assemblée nationale a interpellé hier le ministre de l'économie et des Finances, Bruno Le Maire. Voici ce qu'il vous a répondu. J'aurai le président de General Electric demain au téléphone et je lui demanderai d'améliorer son plan social. J'ai eu les élus locaux de Belfort au téléphone depuis hier soir pour travailler avec eux à des solutions constructives. Je me rendrai à Belfort dès la semaine prochaine pour discuter avec les responsables syndicaux des pistes de travail pour réindustrialiser le site de General Electric. Le gouvernement dit qu'il se mobilise. Est-ce qu'il vous convainc ? Non, moi je suis très en colère quand j'écoute Bruno Le Maire. Je vais vous dire une chose. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre ? Ce qu'il faut faire d'autre, c'est le fait qu'il y ait enfin un État qui se mette du côté des salariés, de l'intérêt de notre pays, des intérêts stratégiques. Voilà. En fait, dans le cas de General Electric, qu'est-ce qu'il peut faire ? C'est une entreprise privée américaine. Là, maintenant, il faut nationaliser. Enfin, excusez-moi, mais General Electric, une entreprise américaine. Mais oui, même. Ouais. On est dans une guerre sociale, d'accord, depuis plusieurs décennies entre, je vais schématiser, mais les actionnaires, et notamment les principaux actionnaires, les salariés et l'intérêt général. Bien. Et le problème, c'est de quel côté l'État se situe. Et ça fait malheureusement depuis plusieurs décennies, notamment en France, où l'État se situe du côté des actionnaires en pensant que les règles du marché vont résoudre tout. Eh bien, les règles du marché, les règles du court-termisme, les règles qui font privilégier les cours en bourse plutôt que l'emploi et les intérêts stratégiques, ça produit une catastrophe industrielle. Nationaliser General Electric, ça coûte combien ? Écoutez, ça coûte moins cher que la suppression d'emplois et le fait de perdre les turbines pour les barrages hydroélectriques, les éoliennes marines que General Electric ne va plus fabriquer, ce qui fait que, je ne sais pas si vous savez, mais 4 aujourd'hui des sites sur 8 des sites éoliens marins en France sont menacés et risquent de ne pas voir le jour. Ça ne va pas relancer le marché des turbines qui s'est justement effondré ces dernières années. Arrêtez avec ça. Ça, c'est, on nous met ça, etc. D'abord, c'était toujours rentable. Et moi, ce que je crois dans cette affaire, c'est que ce qui a prédominé, c'est le fait qu'à un moment donné, on a laissé faire, on a vendu Alstom, non pas seulement les turbines à gaz, mais absolument, j'allais dire, tout l'appareil industriel qui permettrait de se tourner vers une transition écologique. Donc vous voyez bien que d'un point de vue de l'intérêt stratégique, tout ça est catastrophique. Et malheureusement, Monsieur Macron, le gouvernement, en sont largement responsables et il est temps qu'ils réagissent. Éric Coquerel, invité de France Info jusqu'à 9h. On s'interrompt quelques instants à 8h51 pour les titres de l'actualité avec Victor Matet. Des syndicats d'enseignants les appellent à ne pas venir surveiller le bac le 17 juin pour le tout début des épreuves. Une grève contre les réformes du bac, du lycée et de l'école. Réaction sur France Info de la secrétaire générale adjointe du syndicat des chefs d'établissement. Pas d'inquiétude particulière pour l'instant face à un mouvement qui semble minoritaire. Il dit avoir agi seul et reconnaît avoir acheté du matériel sur Internet. Le passage aux aveux du principal suspect dans l'enquête sur l'explosion d'un colis piégé à Lyon. Vendredi dernier, l'étudiant de 24 ans a été arrêté en début de semaine. Le bilan à Budapest, en Hongrie, au moins 7 morts et 19 disparus dans la collision entre 2 bateaux sur le Danube. Les victimes sont des touristes sud-coréens. Un doublé du Belge Eden Hazard et un but d'Olivier Giroud. Chelsea écrase Arsenal 4-1 et remporte la Ligue Europa de football, ce qui fait aussi les affaires de Lyon, directement qualifié pour la phase de groupe de la Ligue des Champions. Le duel 100% français du jour à Roland-Garros, Gaël Monfils, Adrian Manarino. Hier soir, Benoît Paire a sorti Pierre Hugerbert 11-9 au 5e.
5e set. En tout, 8 Français jouent ce jeudi. Éric Coquerel, plusieurs djihadistes français, 8, ont été condamnés à mort ces derniers jours en Irak pour leur participation au groupe État islamique. Je voudrais d'abord vous faire entendre ce qu'a dit le ministre des Affaires étrangères hier, Jean-Yves Le Drian, à l'Assemblée nationale. Contrairement à ce que j'entends ici et là, le procès est équitable. Il y a les audiences sont publiques. Les procès sont conduits par un magistrat du siège, assisté de 2 assesseurs. Le réquisitoire est conduit par un procureur. Un greffier consigne en direct l'intégralité des débats. L'avocat est présent. On a raison de faire confiance à la justice irakienne. Déjà, première chose, par principe, moi j'estime que des Français qui ont commis des méfaits, et des méfaits de cette ampleur, dans certains pays, doivent être jugés dans ces pays-là. D'accord. Ça, donc on a eu raison de les confier ou de les laisser à la justice irakienne. Ça, c'est le principe. Après, il y a des exceptions. Et les exceptions, c'est quand, j'allais dire, on est trop loin, en réalité, des principes de justice normale. Alors, j'entends Monsieur Le Drian, moi j'ai entendu d'autres organisations des droits de l'homme qui disent que c'est pas le cas en Irak, qu'on torture, etc. Je connais pas suffisamment le dossier pour préciser. Par contre, il y a une chose certaine, c'est qu'on applique la peine de mort en Irak. On l'applique pas en France. Donc, au nom de ça, je dois dire que demander que ces gens-là soient jugés en France ne me semble pas excessif. Et si c'est pas le cas, au moins effectivement de se garantir que ce qui n'est pas appliqué en France, c'est-à-dire la peine de mort, ne le soit pas en Irak. C'est ce qu'a demandé hier après-midi Emmanuel Macron. Il a dit je vais contacter les autorités. Mais on est sur un sujet difficile parce qu'encore une fois, je ne vois pas nous au nom de quoi on aurait comme ça une vision qui ferait que sur tous les pays du monde, on considérerait que finalement des ressortissants français, surtout ceux qui ont été, alors il faut peut-être vérifier, les avocats disent qu'ils n'ont pas été aussi impliqués que ça. Moi j'en sais rien, mais enfin en tout cas ils ont été faire la guerre, y compris à leur pays, dans un endroit du monde où ils savaient pourquoi ils allaient. Donc voilà, je suis, si vous voulez, c'est un dossier difficile parce que par principe je suis pour qu'ils soient jugés en France. Vous ne réclamez pas forcément leur rapatriement en France. Je réclame en tout cas que il ne soit pas la peine de mort ne soit pas appliquée. Bon, et que si c'est le cas, demander le fait de rapatrier des jugés en France. La réponse est compliquée parce que vous comprenez que quelque part, par principe, j'estime normal qu'ils soient jugés là où ils ont commis leur méfait, mais ça aurait dû être en Syrie d'ailleurs, par ailleurs, et pas en Irak, c'est ça qui m'étonne un peu. Et ça dépend. Et des exceptions. Au Kurdistan irakien, d'autres en Syrie. Je demande à voir quand même ce qu'a dit Monsieur Le Drian hier, parce qu'encore une fois, des organisations comme Amnesty ont pas vraiment cette vision vis-à-vis de la justice irakienne. Renaud Dely. L'Assemblée nationale vient d'adopter une modification de son règlement pour limiter le temps de parole lors de la discussion générale. C'est la discussion qui est préalable à l'examen des textes, des projets de loi. En l'occurrence, désormais, un orateur par groupe pourra s'exprimer pendant 5 minutes lors de la discussion générale. Jusqu'à présent, c'était autant d'orateurs que chaque groupe le souhaitait pendant 10 minutes pour ce qui est de la France Insoumise, un quart d'heure pour la République En Marche. Vous dénoncez un déni de démocratie. Ah oui. Pourquoi ? Mais parce que tout ça prépare en réalité une réforme institutionnelle qui vise à faire en sorte que le Parlement ait toujours moins de pouvoir dans le cadre d'une 5e République où il en a déjà très peu par rapport à l'exécutif. Est-ce qu'aujourd'hui le Parlement ne légifère pas parfois trop lentement ? On voit des textes et des discussions qui sont extrêmement longues et des textes qui entrent en vigueur avec des mois et des mois de retard. Je suis un nouveau député. Moi, on m'a dit à certains moments, il paraît qu'à l'Assemblée nationale, pour tous, il y a un travail de tout le monde se souvient que ça a duré pendant des semaines et des semaines. Mais là, c'est pas le cas. D'accord, ça fait 2 ans que c'est pas le cas. Il n'y a pas de travail d'instruction de personne. Par contre, ce qui se passe, c'est que je peux vous le dire de la part de la République En Marche, il y a un refus quasiment de tous les amendements de l'opposition, y compris quand toute l'opposition est d'accord sur des choses où ça devrait quand même les bouger un peu dans leur tête. Je vous donne un exemple récent sur les chambres de commerce. D'accord, dans le projet de loi de finances, toute l'opposition, y compris des gens comme nous, dont on ne peut pas penser peut-être qu'on est les plus favorables à ce que font les chambres de commerce, on était pour faire en sorte qu'ils ne voient pas leurs moyens diminuer. Ça peut être entendu, peut-être se dire, si toutes les oppositions sont d'accord, on a peut-être tort. Non, jusqu'à là, on bloque. Et c'est la même chose sur ADP. Ce qui fait que j'espère que nous gagnerons nous irons chercher les 4 700 000 signatures nécessaires pour un référendum. Donc, il y a une manière aujourd'hui qu'a le pouvoir de dire, il faut la démocratie représentative, nous voulons la démocratie représentative, et d'attaquer
toujours celui qui devrait en être le levier le plus important, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Parlement, au nom souvent de termes qui n'ont aucun rapport avec la démocratie. On nous parle de discours qui ressemblent plus à celui de start-up, on nous parle d'efficacité. Hier, j'ai entendu une députée, Aurore Berger, j'étais en face d'elle, qui dit « Ah, mais vous comprenez à quoi ça sert finalement, puisqu'on sait ce qu'on va voter à la fin. » Donc dans ce cas-là, supprimons l'Assemblée nationale, depuis l'Élysée, on appuie sur un bouton et puis tout sera tranquille. Donc moi, je crois vraiment que j'alerte les Français là-dessus, parce que je sais bien qu'il y a des fois un anti-parlementarisme que Monsieur Macron a largement cultivé. Le comportement de certains députés, l'obstruction parfois de certains groupes, le fait que plein d'orateurs se succèdent pour répéter exactement la même chose, plein d'orateurs du même groupe. Écoutez, si vous regardez... Est-ce que ça ne nourrit pas aussi l'anti-parlementarisme, parfois l'ambiance qu'il y a dans l'hémicycle? D'abord, il se trouve que Monsieur Macron impose un rythme pour faire passer des réformes, etc., qui à certains moments ne laisse pas le temps du débat démocratique. D'accord ? Voilà ce que je crois. Et c'est pour ça que l'idée un petit peu que quelque part on ne soit plus qu'une chambre d'enregistrement où tout se passe rapidement. L'idée aussi que l'hémicycle ne soit pas le lieu où on peut essayer de se convaincre, d'argumenter. À un moment donné, on peut le faire. Nous, on n'arrête pas d'essayer de le faire. Je crois que c'est quelque chose qui réduit la démocratie à un côté finalement très... c'est mon collègue Corbière qui en a parlé, quoi. On réduit ça à un côté tweet démocratie, quoi. Il y a un côté qui véritablement me pose problème et qui est quand même l'apanage de la vision que M. Macron a de la 5e République. C'est un pouvoir hyper personnalisé. Merci à vous, Éric Coquerel, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Vous étiez ce matin l'invité de France Info.